Le bois ne ment jamais. Sous le vernis craquelé des grandes demeures coloniales de la Martinique, les lattes de chêne gardent en mémoire chaque secret, chaque crime, chaque souffle étouffé. En ces temps de grâce 1844, la grande maison de la plantation Vaudreuil semble respirer au rythme des péchés de son propriétaire, un homme qui ignore que les murs ont des oreilles. Monsieur de Vaudreuil pense que son empire de canne à sucre est éternel, mais il ne voit pas la moisissure qui ronge déjà les fondations de son âme et de son prestige. Il ignore surtout qu'un homme, tapi dans l'ombre des couloirs de service, entend ce que personne d'autre ne peut percevoir, le son de la trahison qui s'apprête à frapper. On l'appelle le musicien, mais ce n'est pas pour la douceur de ses mélodies qu'il est observé avec une étrange méfiance par les autres esclaves du domaine. Elias possède une anomalie, une malédiction biologique que les médecins de Saint-Pierre ne sauraient expliquer. Une ouïe absolue, une sensibilité acoustique terrifiante. Pour lui, le monde n'est pas fait de formes ou de couleurs, mais de vibrations, de fréquences et de résonances qui racontent la vérité brute des êtres et des objets. Chaque craquement de charnière rouillée, chaque murmure emporté par les alizés, est pour lui une information capitale, un fragment d'un puzzle dont il est le seul à voir le dessin final. Mais cette sensibilité exceptionnelle a un prix. Elle l'empêche de trouver le repos, le condamnant à entendre la souffrance de ses frères et la corruption des maîtres à chaque seconde du jour et de la nuit. Avant de plonger au cœur de ce récit de justice et de vengeance, je vous demande de rester avec moi jusqu'au bout, car le dénouement de cette affaire défie toute logique. Dites-moi dans les commentaires, sur une échelle de 0 à 10, quel est votre ressenti face à l'injustice historique, et n'oubliez pas de vous abonner pour que ces voix du passé ne s'éteignent jamais. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas celle d'une révolte par le sang, mais celle d'un homme qui a utilisé la physique du son pour briser un monstre. Car dans l'ombre des champs de canne, le temps presse, et une menace invisible plane sur les plus vulnérables du domaine Vaudreuil. Monsieur de Vaudreuil est un homme dont la cruauté n'est égalée que par sa cupidité dévorante, un maître qui traite ses terres et ses gens comme de simples lignes sur un registre comptable. Mais derrière les dorures du salon de réception, la réalité est bien plus sombre. Le prestige de la lignée Vaudreuil n'est plus qu'une façade qui menace de s'effondrer à tout moment. Le maître est un homme dévoré par ses démons, un aristocrate dont la fortune s'est envolée sur les tables de tapis verts des tripots les plus malfamés de l'île. Les dettes de jeu s'accumulent, les créanciers deviennent insistants, et l'orgueil de Vaudreuil l'empêche d'admettre sa déchéance imminente devant ses pairs de la haute société. Pour éponger ses pertes et maintenir son train de vie fastueux, il a scellé un pacte infâme, une transaction secrète qui doit se dérouler dans l'obscurité totale. Parmi les âmes qui peuplent la plantation se trouve Solange, une orpheline de 7 ans à l'esprit vif, dont la mère est morte en confiant un dernier vœu à Elias. Le musicien a juré, sur son honneur et sur la mémoire des ancêtres, de protéger cet enfant contre les prédateurs qui rôdent autour de la grande maison. Mais Elias a entendu ce qu'il n'aurait jamais dû entendre. Une conversation à voix basse entre Vaudreuil et un trafiquant sans scrupules, dans le secret du bureau directorial. Le maître a décidé de vendre clandestinement une douzaine d'enfants vers les mines du Sud, une destination dont personne ne revient jamais, pour rembourser ses créanciers. Et le nom de Solange figurait en tête de la liste, griffonné avec la froideur d'un homme qui vendrait son âme pour une poignée de pièces d'or. Le temps n'est plus un allié pour Elias, car le navire négrier qui doit emporter les enfants est déjà visible à l'horizon, telle une tache d'encre indélébile sur l'océan. Il sait qu'il ne peut pas lutter par la force brute. Les fusils des gardes et les fouets des commandeurs sont des obstacles infranchissables pour un homme seul. Il doit agir avec ruse, utiliser une arme que les oppresseurs ne soupçonnent pas, une arme qui se trouve juste sous leurs pieds, dans la structure même de la demeure. Pendant ses corvées de menuiserie nocturne, Elias commence à transformer la grande maison en un instrument géant, un piège acoustique d'une précision mathématique. Chaque planche qu'il ajuste, chaque clou qu'il retire avec précaution, fait partie d'un plan dont la complexité dépasse l'entendement humain. Dans les interstices sombres du plancher, là où la poussière des siècles s'accumule en silence, il dissimule des dizaines de sifflets en bambou, taillés pour résonner à la moindre vibration. Ce ne sont pas des jouets, mais des outils de harcèlement psychologique, accordés sur des fréquences spécifiques destinées à briser la résistance mentale d'un homme coupable. Elias connaît chaque courant d'air qui s'engouffre dans les combles, chaque sifflement du vent de mer qui traverse les persiennes de la demeure. Il installe ces dispositifs de manière à ce que la maison elle-même semble gémir lorsque la brise se lève, créant une atmosphère de malaise que personne ne peut ignorer. Mais le véritable secret de son invention réside dans un détail terrifiant. Il a conçu les sifflets pour imiter une voix que Vaudreuil pensait avoir fait taire à jamais.
3 ans plus tôt, l'épouse de Vaudreuil avait disparu mystérieusement, et le village murmurait qu'elle s'était enfuie pour rejoindre sa famille en France. Mais Elias, grâce à son ouïe surdéveloppée, avait entendu à l'époque le bruit sourd et caractéristique d'un corps traîné sur le sol, suivi du choc d'un objet lourd tombant au fond du puits asséché. Il n'avait jamais parlé, car la parole d'un esclave n'a aucune valeur face à celle d'un maître. Mais il n'avait rien oublié de cette nuit de cauchemar. Aujourd'hui, il utilise ses connaissances pour recréer acoustiquement les pleurs et les murmures de la défunte, les emprisonnant dans le bois même de la chambre du maître. Chaque pas de Vaudreuil sur son plancher de chêne déclenchera désormais une plainte venue d'outre-tombe, un rappel incessant du crime qu'il pensait avoir dissimulé. La tension monte dans la plantation, alors que les préparatifs du dîner de gala organisé par Vaudreuil pour séduire de nouveaux investisseurs touchent à leur fin. Le maître veut paraître au sommet de sa puissance, ignorant que le sol qu'il foule est devenu un champ de mines sonore prêt à exploser à la moindre étincelle. Elias observe depuis les cuisines le ballet des domestiques, son cœur battant au rythme d'une horloge invisible qui égrène les dernières heures avant l'affrontement. Il a besoin d'une preuve matérielle, d'un document qui prouve la vente illégale des enfants, car la justice des hommes exige des écrits, même si les murs crient la vérité. Il sait que ce registre est caché quelque part dans le secrétaire personnel de Vaudreuil, un meuble protégé par des serrures complexes et une surveillance constante. Les premiers invités arrivent, apportant avec eux l'odeur du parfum coûteux et l'arrogance de ceux qui se croient invulnérables face au destin. Parmi eux se trouve le juge de paix, un homme dont l'intégrité est la seule chance de salut pour Solange et les autres enfants condamnés à l'exil. Vaudreuil les accueille avec un sourire forcé, mais ses mains tremblent légèrement lorsqu'il ajuste sa cravate de soie devant le grand miroir du hall. Le vent de mer commence à se lever, soufflant avec une intensité inhabituelle, comme si la nature elle-même s'alliait au projet secret du musicien. Elias, dissimulé dans l'ombre d'un pilier, attend le moment précis où la première note de sa symphonie de vengeance résonnera dans le grand salon. Alors que les convives s'installent autour de la table chargée de mets délicats, un premier sifflement, presque inaudible, traverse la pièce de part en part. Ce n'est qu'un murmure, une plainte légère qui semble provenir des plaintes, mais elle suffit à faire s'immobiliser Vaudreuil, le verre de vin à la main. Il jette un regard nerveux autour de lui, cherchant l'origine de ce son qui lui rappelle étrangement un soupir qu'il n'aurait plus dû entendre depuis des années. Les invités ne remarquent rien pour l'instant, trop occupés par leurs discussions mondaines et le faste de la réception, mais le malaise commence à s'installer chez le maître. Elias sourit dans l'obscurité, car il sait que ce n'est que le prélude d'une nuit où la maison va enfin raconter tout ce qu'elle a vu. Chaque mouvement dans la maison, chaque déplacement des domestiques ou des invités, alimente désormais la mécanique acoustique qu'il a mise en place. Le piège est armé, les fréquences sont calées, et la culpabilité de Vaudreuil va devenir le moteur de sa propre destruction devant les témoins les plus influents de l'île. Mais un imprévu survient. Le capitaine du navire négrier, un homme brutal et impatient, vient de débarquer sur le quai avec ses hommes pour réclamer sa cargaison humaine. La transaction doit avoir lieu avant l'aube, et Elias réalise qu'il n'a que quelques heures pour forcer Vaudreuil à avouer ses crimes en public. Le silence de la nuit est sur le point d'être brisé par une vérité si terrifiante que personne ne pourra faire semblant de ne pas l'avoir entendue. La pluie n'est pas une simple averse, c'est un rideau de fer qui s'abat sur la plantation Vaudreuil, isolant la demeure du reste du monde. Pour Elias, chaque goutte qui s'écrase sur les bardeaux est une note de percussion qui s'ajoute à la symphonie complexe qu'il a orchestrée sous le plancher. L'humidité de l'air change la densité du bois de bambou, modifiant imperceptiblement la tonalité des sifflets cachés, les rendant plus profonds, plus charnels. Dans l'ombre des couloirs de service, le musicien sent la pression monter dans ses tempes, son ouïe absolue captant les murmures de panique qui commencent à poindre. Mais le danger ne vient pas seulement des murs, il vient du quai, où le capitaine Barbosa vient de poser le pied, impatient de conclure son marché sanglant. Vaudreuil, à l'intérieur du grand salon, entend ce coup sourd et sent son sang se glacer, car le temps des faux semblants touche à sa fin tragique. Il doit quitter ses invités, le juge de paix et les riches investisseurs, pour remettre les enfants aux trafiquants avant que la tempête ne rende le départ impossible. Mais alors qu'il s'apprête à se lever, un gémissement cristallin s'élève du sol, une note si pure et si triste qu'elle semble émaner des larmes d'une femme. Les invités cessent de parler, leurs fourchettes restant suspendues en l'air, leurs regards se croisant avec une incompréhension mêlée d'une terreur naissante. Vaudreuil se rassoit lourdement, sa main écrasant sa serviette de table, tandis qu'il réalise que la maison ne le laissera pas partir si facilement. Elias entend le rythme cardiaque de Vaudreuil s'accélérer.
un tambour affolé qui résonne à travers les solives de chêne comme un aveu de culpabilité. Le musicien se souvient du visage de la mère de Solange, de sa promesse de protéger la petite fille, et cette mémoire lui donne la force de continuer son œuvre. Il active un second mécanisme, un sifflet basse fréquence qu'il a conçu pour interférer avec l'équilibre interne de l'oreille humaine, provoquant une nausée soudaine. C'est une onde sonore invisible, une vibration qui ne s'entend pas mais qui se ressent dans la poitrine, comme si le sol lui-même repoussait ceux qui le foulent. Le juge de paix porte sa main à son front, son visage perdant ses couleurs, alors qu'il demande d'une voix tremblante si la maison est sujette à des courants d'air maléfiques. Vaudreuil tente de rassurer ses convives, mais sa voix s'étrangle dans sa gorge, car il vient d'entendre un mot, un seul, porté par le vent à travers les lattes. C'est le nom de sa femme disparue, articulé avec une précision acoustique qui ne laisse aucune place au doute dans son esprit, torturé par le remords. Elias a réussi l'impossible. Il a transformé le chaos du vent en un langage de reproche, utilisant les sifflets comme les cordes vocales d'un spectre de bois. Dans les cuisines, les autres esclaves se signent, sentant que quelque chose de sacré et de terrible est en train de se produire dans la grande maison. Personne n'ose bouger, car la demeure semble désormais douée d'une conscience propre, décidée à exhumer les cadavres que le maître a cru enterrer. À quelques dizaines de mètres de là, dans l'humidité poisseuse des écuries, Solange attend, sentant les vibrations du sol sans en comprendre la nature. Elle entend les cris des hommes de Barboza qui s'impatientent, leurs bottes boueuses piétinant l'herbe haute alors qu'ils approchent des cellules de fortune. Elias sait qu'il doit frapper plus fort, que le malaise physique des invités ne suffira pas à empêcher le crime qui se prépare sous le couvert de l'orage. Il tire sur une petite corde de chanvre dissimulée derrière une boiserie, ouvrant un évent qui libère une résonance grave, un grondement sourd qui fait trembler les verres de cristal. C'est le son de la terre qui s'ouvre, le bruit d'un puits que l'on débouche, une fréquence qui réveille chez Vaudreuil les images de cette nuit fatidique d'il y a 3 ans. L'aristocrate commence à perdre pied avec la réalité, ses mains agrippant le bord de la table jusqu'à ce que ses articulations blanchissent sous l'effort. Il ne voit plus ses invités, il ne voit plus le luxe de sa demeure, il ne voit que le corps de son épouse traîné dans la boue sous la lueur d'une lanterne sourde. Chaque craquement de la charpente devient une accusation, chaque sifflement du vent devient un cri de douleur qu'il est le seul à interpréter avec une telle intensité. Le juge de paix se lève, inquiet du comportement de son hôte, et s'approche de lui pour poser une main sur son épaule, mais Vaudreuil le repousse violemment. Le maître hurle à la pièce vide de se taire, de cesser ses murmures, révélant ainsi à tous que les sons qu'il entend sont liés à un secret inavouable. Elias sait que le moment est venu de passer à la phase finale de son plan, celle qui doit mener Vaudreuil à sa propre perte par le poids de ses paroles. Il se dirige vers le bureau directorial, utilisant les passages secrets utilisés autrefois par les constructeurs de la maison, des espaces que Vaudreuil ignore totalement. Il doit récupérer le registre, ce livre noir où sont consignées les ventes d'êtres humains, la preuve irréfutable qui liera le maître au navire de Barboza. Ses doigts effleurent les parois de bois, sentant les vibrations de la colère de Vaudreuil qui résonnent à travers les cloisons comme un avertissement. Mais il entend aussi autre chose, le bruit d'une serrure que l'on force, non pas par lui, mais par quelqu'un d'autre qui s'est introduit dans le bureau par la fenêtre. Elias se fige, son ouïe captant le froissement du papier et le souffle court d'un intrus qui semble chercher la même chose que lui. Est-ce un complice de Barboza venu s'assurer que les preuves disparaissent, ou un autre esclave cherchant à obtenir sa liberté par le chantage? Le musicien ne peut pas laisser ce témoin inattendu ruiner des mois de préparation et mettre en péril la vie de Solange. Il approche de la fente de la porte, son cœur battant à l'unisson avec le tonnerre qui gronde maintenant avec une violence biblique au-dessus de la plantation. L'intrus se retourne, et à la faveur d'un éclair qui déchire le ciel, Elias reconnaît le visage de celui qui tient le registre entre ses mains tremblantes. C'est le majordome, celui qui a servi Vaudreuil pendant 20 ans, celui qui a tout vu et tout entendu, sans jamais mot dire jusqu'à cette nuit de tempête. Lui aussi a ses propres raisons de vouloir la chute du maître, lui aussi a été le témoin silencieux de trop d'horreurs commises entre ces murs. Un accord tacite se noue dans le regard des 2 hommes, une alliance de l'ombre née de la souffrance partagée et du désir de justice. Le majordome remet le document à Elias, sachant que le musicien est le seul capable de s'échapper de la maison sans attirer l'attention des gardes qui patrouillent au dehors. Mais alors qu'Elias s'apprête à disparaître, la porte du bureau vole en éclats sous la poussée de Vaudreuil, devenu fou de rage et de terreur. Le maître ne voit plus ses serviteurs. Il voit des spectres venus réclamer leur dû, des ombres nées de son propre esprit malade par les fréquences d'Elias. Il lève son arme,
mais ses mains tremblent tellement que le canon oscille entre le majordome et le musicien, incapable de choisir sa cible. Le sifflement basse fréquence s'intensifie brusquement, provoquant chez Vaudreuil une perte d'équilibre qui le fait trébucher contre son propre bureau de palissandre. C'est le moment que choisit Elias pour s'éclipser dans le passage secret, emportant avec lui le registre de la honte alors que le premier coup de feu retentit. La balle se loge dans le bois précieux, déclenchant une nouvelle résonance, un son déchirant qui semble être le dernier cri de la grand-maison avant l'effondrement final. Dehors, le capitaine Barboza s'impatiente, ses hommes commençant à charger les premiers captifs dans les charrettes, malgré le déluge qui transforme le sol en marécage. Elias sait qu'il doit atteindre le juge de paix, qui est resté dans le salon de réception, pour lui remettre les preuves avant que Vaudreuil ne reprenne ses esprits. Mais le chemin est barré par les gardes de la plantation, alertés par le coup de feu, qui convergent vers la demeure avec leurs lanternes oscillantes. Il doit utiliser une dernière fois son talent, une dernière manipulation acoustique, pour créer une diversion qui lui permettra de traverser la cour sans être vu. Il porte à ses lèvres un petit sifflet d'ébène, un instrument qu'il a gardé pour l'ultime recours, capable de produire un son si strident qu'il peut paralyser un chien de garde. La confusion est totale. Les gardes, incapables de contrôler leurs bêtes et aveuglés par la pluie, perdent de vue l'ombre qui se glisse vers l'entrée principale. Elias pénètre de nouveau dans la demeure, non plus par les passages secrets, mais par la grande porte se présentant devant les invités stupéfaits comme un messager du destin. Le juge de paix se lève, le visage marqué par l'inquiétude, alors qu'Elias dépose le registre dégoulinant d'eau sur la nappe blanche immaculée. Le silence qui retombe sur la pièce est plus lourd que le tonnerre, car chacun comprend que le document qui vient d'apparaître contient la vérité sur la fortune de Vaudreuil. Mais le maître, attiré par le silence soudain de sa maison, descend l'escalier avec la lenteur d'un condamné, son arme toujours à la main et une révélation terrible sur les lèvres. Le silence qui s'installe dans le salon de réception est plus tranchant qu'une lame de rasoir, interrompu seulement par le martèlement de la pluie contre les vitres. Vaudreuil n'est plus l'aristocrate raffiné que les investisseurs admiraient quelques heures plus tôt. Il est devenu une bête acculée dans son propre repère. Ses yeux injectés de sang passent du registre posé sur la table à la silhouette trempée d'Elias, qu'il considère comme l'architecte de sa ruine imminente. Le juge de paix, M. de la Vallière, s'empare du livre de compte avec une main ferme, ignorant les menaces du maître de maison dont l'autorité s'effrite à chaque seconde. Chaque page qui se tourne est un clou supplémentaire dans le cercueil de la réputation des Vaudreuil, révélant des transactions que la morale et la loi réprouvent. Mais le danger est loin d'être écarté, car le doigt du maître se crispe sur la détente, prêt à faire taire le témoin qui a osé briser l'omerta de la plantation. Elias ne regarde pas l'arme. Il écoute la maison, captant la montée en puissance d'une rafale de vent qui s'engouffre dans les conduits de ventilation. Il sait que c'est le moment d'activer le dernier dispositif, celui qu'il a baptisé le cri de la vérité, caché dans le pilier central de la demeure. D'un mouvement imperceptible du talon, il enfonce une petite cheville de bois dissimulée dans une rainure du parquet, libérant un flux d'air compressé. Le son qui s'élève alors n'est pas un sifflement, mais une plainte viscérale, une fréquence si basse qu'elle fait vibrer les os de tous ceux présents dans la pièce. Les verres de cristal éclatent simultanément sur la table, projetant des éclats de lumière sous les bougies vacillantes qui menacent de s'éteindre. Vaudreuil lâche un hurlement de terreur, car pour lui, ce n'est plus le vent. C'est la voix de sa femme qui remonte du puits pour l'entraîner dans les abysses. « Arrêtez-la, faites-la taire !» hurle le maître, ces mots résonnant comme une confession publique que personne n'aurait pu imaginer. Il commence à bafouiller, ses aveux sortant de sa bouche comme un flot de poison qu'il ne peut plus contenir devant ses pairs horrifiés. Il confesse le meurtre commis dans le secret de la nuit. Il avoue le corps jeté au fond du puits asséché derrière les écuries, là où il pensait que personne n'écouterait. Le juge de la Vallière fait signe aux gardes de la milice, qui viennent d'entrer dans la pièce, de désarmer cet homme qui a perdu toute trace de raison. La chute de Vaudreuil est totale, brutale, et filmée par les regards méprisants de ceux qu'il voulait autrefois impressionner par sa richesse factice. Mais pour Elias, le combat n'est pas encore terminé, car le navire de Barboza lève déjà l'ancre avec sa cargaison humaine à bord. Il ne sent plus le froid, il ne sent plus la fatigue. Seul compte le visage de Solange, enfermé dans l'obscurité d'une cale promise à l'enfer des mines. Il arrive au quai juste au moment où les amarres sont lâchées, le navire commençant à s'éloigner lentement de la rive sous les ordres de Barboza. Elias porte à ses lèvres le sifflet de commandement qu'il a dérobé au maître, celui qui sert normalement à diriger le travail dans les champs à l'autre bout du domaine. Il souffle une série de notes stridentes, un code qu'il a secrètement enseigné aux autres esclaves de la plantation pendant des années de labeur. Soudain, des dizaines de torches s'allument le long de la côte.
et des barques chargées d'hommes déterminés émergent de la mangrove pour encercler le négrier. Les hommes de Barbosa, surpris par cette attaque coordonnée et silencieuse, ne peuvent rien faire contre la marée humaine qui prend d'assaut le navire. La loi de la couronne, bien que lente, finit par rattraper les trafiquants grâce aux preuves irréfutables contenues dans le registre qu'Elias a sauvé des flammes. Le capitaine Barbosa est jeté au fer, tandis que les cales sont ouvertes, libérant une douzaine d'enfants terrifiés qui voient à la lumière de la liberté pour la première fois. Solange est la première à sortir, ses yeux cherchant désespérément la silhouette de celui qui est devenu son ange gardien dans les ténèbres. Elias la prend dans ses bras, sentant son petit cœur battre à un rythme apaisé, loin du tambour de guerre qui animait la grand-maison quelques minutes plus tôt. Le scandale qui éclate au lever du jour ne se limite pas à Vaudreuil. Il emporte avec lui tout un réseau de corruption qui rongeait l'administration coloniale. La justice a enfin un visage, et ce visage est celui d'un homme qui a su écouter les murmures du bois pour briser les chaînes de l'oppression. Les semaines qui suivent voient le démantèlement définitif de l'empire Vaudreuil, dont les biens sont vendus pour indemniser les victimes de ces trafics. Grâce à l'intervention du juge de la Vallière, impressionné par le courage et l'intelligence d'Elias, les documents d'affranchissement sont signés en urgence. Solange ne sera plus jamais une marchandise. Elle est désormais une citoyenne libre, avec un avenir que personne ne pourra lui voler. Elias, lui, refuse de rester sur cette terre imprégnée de sang et de cris, préférant emporter son talent là où le son de sa musique ne sera plus une arme. Il a rendu son silence à la grand-maison. Un silence de mort qui pèse désormais sur les murs abandonnés aux herbes folles et aux termites. Le crime a été jugé, la dette a été payée, et le musicien peut enfin cesser d'écouter les secrets des monstres pour se consacrer à la beauté du monde. Ils partent vers le nord, vers une terre où le mot « liberté » n'est pas qu'un mirage au milieu des champs de canne à sucre, mais une réalité quotidienne. Dans sa poche, Elias garde un dernier petit sifflet en bambou, non pas pour piéger les coupables, mais pour raconter aux enfants son histoire, l'histoire d'un homme qui n'avait rien, mais dont l'ouïe était plus puissante que tous les fusils de l'armée du roi. Il porte l'instrument à ses lèvres et souffle une note pure, une note qui se mélange aux cris des mouettes et au fracas des vagues contre la coque. C'est une mélodie de paix, la première qu'il joue pour lui-même, loin des intrigues et des meurtres qui ont hanté sa vie pendant tant d'années. La grand-maison est désormais loin, une ombre minuscule sur une île qui tente de panser ses plaies sous le soleil brûlant des Caraïbes. Le bois ne ment jamais, et la vérité finit toujours par résonner, même si elle doit attendre des siècles pour être entendue par ceux qui savent écouter. Justice a été rendue non par le fer, mais par la fréquence d'une âme qui refusait de rester sourde à la souffrance des siens. Si cette enquête sur les mystères acoustiques de la grand-maison vous a captivé, n'oubliez pas de laisser votre note de 0 à 10 dans les commentaires. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à exhumer ces récits de courage et de justice enfouis sous la poussière de l'histoire. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations sur les crimes oubliés du passé. Le silence est revenu, mais l'écho de la justice de l'esclave musicien résonnera à jamais dans nos mémoires.